Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Non! Quoi? Il y a quelque chose, j'ai croisé dans la rue une vieille connaissance universitaire. Je l'ai saluée sans plus. Puis là, j'ai continué à marcher. Je me suis dit, pourquoi j'ai arrêté de parler à cette personne-là? Puis là, ça m'est revenu. On avait eu une conversation back in the day, puis ça m'avait franchement marqué parce que c'était raciste, sexiste, ignorant, vraiment simplement con. Quand on était kid ou on revenait de l'université, on se disait tout le temps qu'est-ce qu'on avait fait pendant l'été. Moi, je travaillais dans un bureau, je travaillais en contrôle financier, dans une société d'État, j'avais une bonne job, je veux dire, j'avais travaillé fort pour, puis j'étais bien contente. Lui, il avait vidé des fosses septiques tout l'été. Je vous dis ça, j'ai rien contre les gens qui vident des fosses septiques. J'ai beaucoup de respect, moi, pour ça. C'est exactement ça, puis ils font probablement plus d'argent que moi en ce moment, mais lui, il avait cherché un emploi dans un bureau tout ce temps-là, puis il l'avait pas eu. Bien sûr, il m'avait dit, « Ben, on sait bien, t'es une femme, puis t'es une femme de couleur riche. » Puis je m'étais dit, « Ben oui, mais c'est pas pour ça, hein. C'est parce que t'es con. » Disons-le. Puis, ben, ça avait probablement mis fin à notre amitié. Hein? Donc, ça m'a fait penser, OK, c'était comme si toutes mes compétences valaient rien parce que, justement, je faisais partie d'un groupe. C'était bizarre. Ça, je me disais, en continuant à marcher, où est-ce qu'on en est rendu maintenant? 20 ans plus tard. Il me semble que j'ai déjà entendu des commentaires comme ça, v'là 20 ans, v'là 10 ans, v'là 5 ans, puis peut-être même récemment aussi. T'sais? On se fait nominer à chaque fois qu'on vient d'une minorité ou qu'on est une femme même, l'intersectionnalité de tout ça. Il y a souvent des petits commentaires comme ça. Peut-être pas dans notre face, mais il y a sûrement quelqu'un qui le pense. Donc, pour rappeler aux auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis d'origine mixte. Mon père vient des Caraïbes, de la Barbade, puis ma mère vient du Lac-Saint-Jean. Je suis donc considérée par certains une minorité visible, ici au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai l'impression qu'en tant que société, on n'a pas évolué tant que ça, mais on va en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, le 21 mars, c'est comme si je l'avais planifié, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination sociale. Non, raciale. So, International Day of Elimination of Racial Discrimination. Pour souligner l'occasion, il y a plein d'experts à Montréal, puis ils se sont regroupés pour aborder les enjeux, souvent complexes, puis essayer de parler de solutions. Et nous, mes chers amis, on a la chance d'accueillir ma nouvelle amie. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Mona-Lisa. Je le veux. C'est bon. Donc, Mona-Lisa Prosper, écoute, on a la chance de t'avoir. Mona-Lisa est la directrice du programme dédié aux entrepreneurs noirs du Futurpreneur. Avocate de formation, elle cumule également de l'expérience en entrepreneuriat, en ressources humaines, ainsi qu'en développement économique. Très impliquée dans sa communauté, dans notre communauté. Elle a été présidente de la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec de 2020 à 2022 et continue à siéger sur plusieurs conseils d'administration. Une fière ambassadrice de l'importance de la gouvernance inclusive. Elle est aussi impliquée auprès de différentes organisations qui mettent en valeur la diversité, l'équité, l'inclusion. Elle a un penchant pour les médias, et merci de t'être inclus à notre podcast, et les communications. Elle est chroniqueuse sur le segment CA de l'émission Zone économique de RDI, anime le tout premier balado Futurpreneur, Startup plus Prosper, et est blogueuse invitée au Journal des Affaires, où elle met de l'avant les entrepreneurs issus de diversité dans son blog intitulé « Diversité ». Mon Dieu, j'ai failli l'avoir. « Diversité prospère ». Écoute, j'ai l'impression que je pourrais parler de toi à vitam aeternam, mais je vais m'arrêter là. So, bienvenue, Mona-Lisa. Bienvenue à notre podcast. Puis puisqu'on est dans un format audio, je vais commencer par dire que Mona-Lisa est d'origine haïtienne, donc considérée, ici au Québec, une minorité visible. Absolument. Donc, bienvenue. Merci.
Avant de rappeler ma question initiale, voici la définition. Puis moi, la définition, personnellement, elle a surpris de minorité visible, mais je vais lire ce que j'ai. Selon la loi sur l'équité en matière d'emploi, les minorités visibles sont des personnes autres que les Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Mais autres que les Autochtones, moi, je pensais que les Autochtones aussi étaient là-dedans. Mais bon, écoute, je suis contente de l'avoir appris. Oui, mais la définition, autres, ça inclut les... En tout cas, je vais pas faire mon avocate. On est plusieurs avocates autour de la table. C'est vrai, exactement. Oh my God, je me suis mis dans une position inconfortable. Donc, Mona-Lisa, peut-être que c'est une question plus émotive que je te mets en partant, puis que la logique est peut-être pas là, mais commençons avec la question assez dure en sa réponse et peut-être en sa portée. Le commentaire de mon très cher ami, qui n'est plus mon ami, probablement presque un ennemi, il y a 20 ans, était toujours aussi présente. As-tu été témoin ou victime de cas de discrimination ou de préjugés dans un environnement de travail? Je dis environnement de travail, mais ça peut être plus large, là. Parle de ce que tu veux. Crois-tu qu'on a évolué depuis 20 ans? Fait que c'est une grosse question. Ben oui! On part! On va partir intense. Ah, mais c'est bien parfait. On va aller dans le vif du sujet. Fait que je vais commencer par dire... J'ai eu la grande chance et même le privilège dans mon parcours professionnel d'évoluer dans des milieux où, fait que, tu sais, exemple, moi, j'ai commencé tout de suite ma carrière après le barreau, je me suis lancée à mon compte. On était 3 jeunes femmes avocates. On était, tu sais, j'avais une associée qui était blanche, une associée du Maghreb, il y avait moi. On était, it was the 3 of us against the world. Et donc, tu sais, on évoluait dans le milieu des startups et tout ça. Fait que déjà là, ben, j'étais à la tête de mon entreprise. Fait que je faisais pas face à ça. Genre, je faisais face à, tu sais, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des préjugés. Tu le sens des fois, des regards différents. Je suis une jeune femme noire, puis j'essaie de te dire que... c'est ça. Puis je te dis que oui, viens me voir, on a ouvert un bureau, on va s'occuper de tes documents légaux. Donc, c'est sûr et certain que j'ai vécu ça, mais... puis après ça, j'ai été dans différents milieux où vraiment, c'était soit... Puis c'est comme par hasard, un peu, l'impression, on se dit peut-être que c'est vers là que je me sentais bien aussi, là, en y réfléchissant. Mais comme par hasard, j'ai tout le temps eu j'ai toujours travaillé pour des femmes très fortes, ça a toujours été des femmes. Et quand c'était pas des femmes, ben c'était dans des milieux où on était vraiment axé vers l'international et tout. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas été victime directement de discrimination ou de préjugés. J'ai été témoin, je dirais, mais surtout, ce que j'ai ressenti de part et d'autre, c'est les fameuses microagressions. Parce que le mot le dit, là. On a un podcast exactement sur là-dessus, ça. bon, ben, parce que ça aussi, c'est parfait. C'est énorme, il y a tellement de choses à dire. Puis, tu sais, micro, c'est ça, là. Puis, des fois, c'est tellement insidieux que ça arrive et tu te demandes après, il semble que... C'est pas bien, mais je sais pas pourquoi. C'est ça, puis t'arrives pas à l'expliquer. Fait que ça, c'est arrivé très, très, très souvent. Puis, à chaque fois, c'est un peu particulier la manière d'adresser la situation. Mais c'est ça. Fait que grosse réponse là pour dire que... Puis je le dis, là, c'est vraiment un privilège parce que des situations de discrimination et de préjugés dans le milieu du travail et je dirais surtout ici au Québec, c'est là et c'est encore présent aujourd'hui. Mais c'est ça, moi, j'en ai pas vécu dans mon parcours, pas à cause d'où je me suis trouvée, puis je suis très reconnaissante. Pas ta connaissance, en tout cas. Rien qui était flagrant. Il n'y a rien qui était flagrant. C'était, je le sens, je le vois. Puis, tu sais, moi, mes parents m'ont toujours dit, tu sais, ils ont toujours, on est 4 enfants à la maison, puis l'importance de, tu sais, la fierté de qui on est, de notre identité, tu sais, de savoir où on s'en va, ça a toujours été très présent, mais toujours, tu sais, sois conscient de la perception des autres, mais ne la laisse jamais te limiter. Exact. Ne l'intériorise pas. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, tu le sens, OK, tu me prends comme ça, OK, ben... Screw you, tu vas voir après, excusez-moi, mais non, tu vas voir par après. Je dis screw you à plusieurs personnes, bon, je te comprends là-dessus. J'aime beaucoup t'entendre dire ça. On dirait que oui, c'est rafraîchissant. Je suis totalement d'accord avec toi. Des fois, tu le sens, mais tu te dis, ça leur appartient, puis tu move on, tu sais. Puis ça me ramène à une autre question qui est un petit peu d'ordre là-dedans, c'est est-ce que... le sentir, puis l'adresser, puis on parlait justement de microagression dans un autre podcast, c'est
des fois, ça t'arrive dans une situation, tu walk away, tu t'en vas, puis là, après ça, tu te dis, oh, j'aurais probablement dû, c'était un teachable moment. Est-ce que j'ai manqué mon tour à terre? MH, toi, tu le disais par rapport à l'environnement homme-femme, puis des fois, des commentaires plutôt disgracieux de certains collègues, puis c'est comme, ouais, est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je... Agir ou ne pas agir, exactement, intervenir ou ne ça. pas Puis ça s'applique à tout le monde, que tu sois issu d'une minorité ou d'un autre environnement social qui est pas la norme. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est tellement difficile comme question, encore une fois, parce que, tu sais, c'est tellement délicat. Ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours agir. Puis, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour agir non plus. Mm-hmm. Nous, on a, chez Futurpreneurs, les valeurs de diversité et d'inclusion sont très, très fortes. Puis, on parle toujours de la notion... Notre CEO nous rappelle toujours la notion de calling in instead of calling out. Donc, par exemple, c'est dans un contexte où un de tes collègues va faire un commentaire ou autre. Des fois, c'est peut-être pas la meilleure situation de l'adresser en grand groupe ou est-ce que tu vas potentiellement humilier la personne ou créer un enjeu. On s'entend, ça dépend de ce que c'est. Là, des fois, écoute, ça peut la peine. Absolument. Mais d'avoir l'approche où est-ce que par la suite, tu vas voir le ou la collègue, tu as une discussion avec. Mais dans tous les cas, on fait face à la personne qui va recevoir le commentaire doit être ouverte et plus souvent qu'autrement, elle ne l'est pas. Et c'est là que ça va créer un problème, même si tu la call in au lieu de call out devant tout le monde. Puis ça, c'est malheureusement, ça fait un peu partie de la vie, j'ai envie de dire, parce qu'on a beau parler de diversité, équité, inclusion en ce moment, on a beau vouloir promouvoir des milieux inclusifs et blablabla, on a encore beaucoup de chemin à faire et chaque personne est sur son propre parcours de compréhension de ce que c'est. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé là, de tout bonnement vouloir prendre quelqu'un à part après une situation. Puis ça s'est très mal passé parce que la personne... Et c'était textuellement ce qu'on appelle, tu sais, comment... Pas le white privilege, le white guilt, tout de suite. Puis la personne, après ça, elle s'est sentie attaquée, puis c'était moi qui devais la rassurer. Tu sais, c'était... Puis c'est fou, moi, ça c'est... a flippé la... Complètement, C'est lourd à gérer, puis ça devient lourd. Ouais, ça devient lourd à gérer par la suite. Puis après, il faut juste accepter le fait que, regarde, moi, j'ai voulu partager, j'ai voulu expliquer comment je me suis sentie ou comment je croyais que certaines autres personnes dans le contexte se sont senties. Puis après, bon, la personne n'était clairement pas ouverte ou pas rendue là dans son parcours. Il faut que bon, après, je m'en lave les mains, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu sais. Mais c'est très inconfortable. Et toutes ces conversations-là sont inconfortables. Si tu permets, j'aurais une question. Je permets. Alors, moi, c'est Catherine, et parce qu'on est en format audio, je suis blanche, et éveillée de plus en plus à toutes ces questions-là. Et comme il y a eu le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, il y a une prise de parole qui se décomplexe. Donc, il y a plus de calling et de call-in. Tu te sens probablement toi-même plus à l'aise de le caller in et j'espère qu'il y a de plus en plus de personnes réceptives. Ma question, c'est, t'es-tu fatiguée? Ouais, c'est ça. Call-in. Comme, des fois, tu fais-tu comme... Call-in de Bill! Le goût, des fois, de faire comme aujourd'hui... J'arrive. Oh non, tu mets le doigt sur quelque chose de très, très important, oui, là, à 1 million %. Des fois, ça me tente pas. Puis des fois, je me dis, bon, OK, regarde, toi, t'es dans ton processus, réfléchis par toi-même, mais ce sera pas moi aujourd'hui qui vais te donner de l'information ou même, des fois, j'ai lâche prise, puis encore une fois, j'ai le privilège aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de travailler avec des entrepreneurs noirs, avec une équipe de personnes issues des communautés noires, puis de, mettre de l'avant. Donc, à la limite, pas à la limite, j'ai plus de cas à faire. Mon programme existe, il faut qu'on avance. Moi, je sais à qui je m'adresse, je m'en vais voir mes communautés, puis on en parle et tout. Donc, j'ai pas ce rôle. J'ai beaucoup de respect pour... j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes dans mon entourage qui travaillent directement en EDI, en entreprise. Et je trouve... ça peut tellement... Moi, je suis fatiguée, puis moi, je suis, en guillemets, de l'autre côté, où est-ce que
mon programme a été créé pour répondre aux enjeux spécifiques rencontrés par les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, le travail a déjà été fait. Là, moi, je dois juste aller chercher les gens pour les faire aller. Mais là, ces personnels qui travaillent en EDI doivent constamment trouver une manière d'établir des cultures de calling in, et puis de parfois faire du lobbying interne, puis de faire face à des personnes qui sont pas rendues au même niveau. Puis on a besoin de ça. Mais moi, je pense pas avoir la vocation. J'ai pas cette force. Je sais que je perdrais patience. Donc, oui, 100% fatiguée. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai l'impression. Mais t'as trouvé on dirait que tu as trouvé ton chemin, comment te rendre où tu voulais te rendre, avec toutes les forces que tu as par rapport à un écosystème dans lequel tu t'as créé l'écosystème autour de toi. T'sais? Puis souvent, j'ai l'impression, on se dit, ben moi, j'ai été témoin de beaucoup de choses, mais j'ai jamais vraiment senti Mais c'est parce qu'on se met dans des positions où it doesn't matter for us. Ça dérange pas pour nous autres. Nous autres, on a un but. Que tu penses que je sois bonne dans ce que je fais, whatever. Moi, je sais que je suis bonne, puis je vais continuer. T'sais? Puis on parlait de grit tantôt, ça fait partie de ça un peu, puis la confiance en toi, en soi. Puis ça se crée très jeune. Ça se crée dans des environnements, en tout cas d'après moi, des environnements familiales, des environnements où on met de l'avant. Je sais pas dans un de nos podcasts, on parlait je sais pas, du visuel. Puis je disais, ben moi, les gens qui disent « I don't see color », that's freaking insulting. I like my color. I want you to see my color. I want us to talk about it. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on parle de mes origines. Tu sais, c'est tout le temps le... Justement, j'ai une question pour vous. Quand on parle de votre parcours, c'est quoi le genre de questions qui vous fatiguent? Tu sais, que les gens ils vous posent des questions par rapport à votre parcours. Y a-t-il des choses où vous dites, quand les gens ils me posent autre que I don't see color, là, mais Ou tu viens d'où, toi? Y a-t-il des questions qui vous... Tu sais, qu'est-ce que les gens ils vous posent comme questions qui sont des erreurs ou, mettons, tu sais, les gens sont maladroits puis ils s'intéressent, mais de façon peut-être un peu overbearing ou trop oversensitive. Tu sais, qu'est-ce que... Y a-t-il des questions sur votre parcours qui vous fatiguent, qu'on vous demande tout le temps, qui est fatigant? C'est une bonne question. Je dirais que j'essaie d'être très ouverte quand on me pose des questions, même si qu'elles me fatiguent, parce que, tu sais, des fois, ça vient pas d'une place de bienveillance, mais à d'autres fois, c'est très sincère, c'est quelqu'un qui veut comprendre. Fait que j'essaie de rester ouverte puis d'y répondre. Est-ce qu'il y en a une qui est revenue souvent puis que j'ai trouvé fatigante? Il n'y en a pas qui me vient en tête. Fait que je me dis que c'est une bonne chose. Il n'y en a pas qui me vient en tête. Non. Puis il y a des gens qui vont être insultés sur bien des affaires, puis ça n'a pas nécessairement rapport avec la façon ou la question en tant que telle. C'est justement, c'est l'idée en arrière de la question. Est-ce que c'était bienveillant? Est-ce que c'était vraiment par curiosité? Est-ce que c'était par ignorance? Pas de problème, là. Sauf que si c'est poser une question pour être méchant, don't ask, right? Moi, j'adore parler de mes origines. J'adore, il n'y a aucun problème. Là, ton père à la moustache. Exactement. Mon père a la moustache. C'est vrai que mon père a une moustache. Mais tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que toute question se pose, ça dépend de comment. Mona Lisa, tu parlais tantôt dans ton organisation Futurpreneur, j'aime beaucoup le nom, je trouve ça très inspirant. Tu parlais que vous aviez beaucoup de valeurs de diversité, inclusion, équité. Comment ça se transforme concrètement dans ton organisation, ces valeurs-là? Oui, tu sais, moi, ça fait 2 ans que je suis chez Futurpreneur et j'ai joint l'organisation au moment où le programme avait été développé. Puis moi, je suis arrivée en poste 4 jours après le lancement pour l'idée entièrement les initiatives. Puis je me rappelle, à mon arrivée, j'ai été choquée positivement par à quel point on parle de diversité. Les gens sont informés, les gens sont curieux, les gens sont respectueux du tout. Puis tu sais, on a aussi en parallèle, depuis 2019, un programme de démarrage pour les entrepreneurs autochtones. Okay. Fait que, tu sais, déjà dans mon parcours pas dans mon parcours, mais dans le processus de recrutement avec eux, tu sais, je voulais aussi comprendre, c'est important pour moi parce que Futurpreneur existe depuis plus de 25 ans. Je référais des clients. Je référais des clients Futurpreneur, moi, quand j'avais
quand j'étais encore avec mon associé au cabinet d'avocats qu'on a fondé. Fait que j'ai toujours su qu'ils supportaient une communauté diversifiée d'entrepreneurs. Fait que je me demandais, OK, est-ce que c'est juste parce que suite la ressurgence du mouvement Black Lives Matter, maintenant, ils veulent un programme avec un titre, mais il n'y a aucune différence. Ouais, exact. Fait que c'était super important pour moi de poser des questions puis de comprendre le pourquoi, puis c'était quoi leur processus de réflexion, puis en quoi ce programme-là est différent, puis veut vraiment répondre aux enjeux. Donc, j'étais évidemment très contente des réponses et voilà, je suis là depuis 2 ans. Mais après ça, c'était mon introduction aux différentes séances. Elles sont optionnelles, mais un haut taux de participation sur que le comité diversité et inclusion, chapeauté par le Head of Diversity and Inclusion, faisait. Puis on est rentré, on parlait de... c'était le chapitre sur le... white privilege, je pense, c'est ça. Et on avait une séance et c'était une femme noire qui offre des services de consultation qui est basée dans les provinces de l'Atlantique. Je pense qu'elle est à Halifax. Puis c'était une séance où elle expliquait un peu l'histoire, puis elle parlait du white privilege, puis tout ça. Puis moi, je me rappelle, c'était sur Teams, c'était en pleine pandémie. J'étais comme, oh mon Dieu! Wow! Mais c'est vrai, on parle de ça! Puis, tu sais, tout le monde... Puis c'était pas un climat... Bon, je suis sur Teams, mais c'était pas inconfortable. Tu sentais qu'il y avait vraiment de la bienveillance partout. Les gens étaient très respectueux, posaient des questions, puis on disait... Il y avait des blancs sur Teams? Oui. Juste, tu sais, fait que j'étais comme, wow! Puis après... je pense cette année-là, il faudrait que je vérifie si on a continué à faire ça, mais ils envoyaient le livre So you want to talk about race? Et là, j'ai lu l'auteur. Voilà. Excellent. Oui. Tout le monde, tous les nouveaux employés recevaient ce livre-là. Puis, tu sais, fait que c'est juste des petits exemples comme ça où il y a tout le temps plein de petites formations. On a nos learning snippets qu'on fait en ligne avec des mises en situation sur différents volets de l'EDI. Mais non, c'est sûr et certain que tu peux mettre toutes sortes de formations en place, puis la personne qui n'a pas envie d'apprendre, elle ne va pas apprendre. Mais je pense que plus cette culture-là a été instaurée à l'interne, plus ça a permis à des gens de parler à leurs amis et d'attirer encore plus de personnes pour qui ces valeurs-là sont importantes. Puis tu sais, je pourrais nommer tellement d'autres exemples, mais c'est vraiment ancré là, dans tout ce qu'on fait, puis notre manière de travailler. Fait que j'ai été agréablement surprise par ça à mon arrivée. Ça m'amène à te demander, on voit que tu es clairement impliquée. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ce qui devrait tenir à cœur à tout le monde. Mais dans ton cheminement de carrière, tu es un leader dans le domaine, pourquoi? C'est large comme question, mais pourquoi t'es impliqué autant dans ta communauté? Ou vouloir t'impliquer autant? Des fois, je me demande... Est-ce que je pense là par choix? Non, puis c'est drôle, mes amis ou mes frères et sœurs, mes parents sont tout le temps comme « Ah oui, donc une autre chose. » Là, c'est surprenant quand j'ai du temps pour moi. Mais non, mais je pense que c'est juste dans ma personnalité. Je suis une personne qui aime être stimulée tout le temps. Je ne vais pas dire occupée, mais être stimulée tout le temps et de manière différente. Je m'ennuie très rapidement. Fait que ça peut être un défaut. Je m'ennuie très rapidement. Et, tu sais, vous le savez, moi, je suis avocate à la base, puis j'ai fait une transition. Puis pour me permettre de faire cette transition-là, je dirais que c'est beaucoup à travers mes implications que j'ai pu démontrer. Je savais que j'étais capable de faire beaucoup d'autres choses, mais après ça, bon, t'es avocate, t'as ton barreau, t'as fait ça. Exact. Comment tu te repositionnes ailleurs? Fait que moi, j'ai vraiment été nourrir ça en m'impliquant. Puis c'est toujours ce que je suggère aux plus jeunes qui ne savent pas exactement, précisément ce qu'ils veulent. Tu sais, des fois, moi, c'est tout le temps important pour moi quand je m'impliquais, peu importe là, des comités des CA, je ne veux pas porter le chapeau d'avocate et que, tu sais, revoir ces choses-là. Je veux faire autre chose. Fait que je pense que c'est un peu, en guillemets, de manière égoïste. C'est moi qui voulais rester active, faire autre chose, mais tout en ayant un impact. Pour moi, la notion d'impact concret sur la société, c'est super important. Fait que c'est comme ça que ça a guidé là, chacune de mes implications jusqu'à aujourd'hui. Belle carrière d'implication. Tu sais. On pense souvent, tout va bien, il n'y en a pas de racisme, j'en vois pas dans mon environnement, therefore, ça n'existe pas, ce qui est complètement faux. Mais, tu sais, la société québécoise maintenant, surtout dans les plus gros centres, composée d'enfants d'immigrants, de petits-enfants d'immigrants, première, deuxième, troisième génération, 10e génération même, mais on ne le voit pas nécessairement dans tous les milieux de travail. On ne le voit pas nécessairement reflété dans la composition de notre leadership, dans la composition de notre personnel.
en tant que leader, on est tous responsables de certains groupes de gens. Comment est-ce que nous, on peut prendre des pas ou comment on peut questionner nos propres préjugés par rapport à ce qu'on fait dans nos organismes ou comment on forme nos équipes? Moi, la moitié de mon équipe n'est pas née au Canada. Mm-hmm. Donc, ça me fait me remettre en question comme leader, les préjugés inconscients, les biais inconscients. On dit on veut traiter tout le monde égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Même au niveau salarial, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une équité? Pourquoi cette personne-là gagne moins? Pourquoi cette personne-là gagne plus? C'est plus demandant. C'est-à-dire, je me pose beaucoup plus de questions qu'auparavant. Je pense que c'est une très bonne affaire. Mais j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai pas beaucoup de guides. On peut s'en parler entre nous. Puis, mais tu sais, d'en parler, moi, mais la plupart de mes amis, ils sont blancs, là. Fait qu'il y a pas... j'ai pas beaucoup de sounding board. Qu'est-ce que mais maintenant, tu as Mona Lisa. Maintenant, j'ai Mona Lisa. Oui, la nouvelle amie. Certainement, un autre téléphone. Mais c'est ça, faire le pont avec des bonnes personnes pour avoir d'autres perspectives. Avoir d'autres perspectives, oui, c'est ça. Bien, je pense que, moi, dans les Forces canadiennes, on est en remise en question de fond en comble. On a beaucoup de chemin à faire. C'est quoi le pourcentage, à peu près, de hommes, sur, femmes, minorités visibles, non? Tu me mets sur la sellette. Je te reviens là-dessus. Je prends note. Merci pour ta question. Pas de problème, je te lance ça comme ça. Mais à tout événement, c'est certain que, moi, dans mon domaine, comme avocate dans la branche, on a une proportion plus élevée que la moyenne des Forces canadiennes, côté hommes-femmes. Côté minorité, on n'est pas encore, on fait pas encore bonne figure, overall, dans toutes les Forces canadiennes, incluant dans mon domaine. Mais je pense que de prendre conscience, de questionner, de créer un climat de sécurité psychologique qui permet de se challenger ou de questionner. Hein, c'est sûr, là, c'est-tu un biais, c'est-tu un préjugé, d'être au courant des biais, de faire des formations, de s'ouvrir, de se remettre en question constamment. Je pense que ça commence là. C'est clair qu'il y a beaucoup de chemin à accomplir, à parcourir, mais je pense que ça commence par la prise de conscience puis de mettre en place ce climat de sécurité psychologique-là qui nous permet de se challenger l'un l'autre. Moi, c'est sûr que je suis en ressources humaines, donc c'est un sujet qui est vraiment dans nos discussions, nos valeurs, comment on recrute, comment on évalue les gens. Est-ce qu'il peut y avoir des biais chez les femmes, par exemple, on fait des analyses pour voir est-ce que les femmes sont évaluées plus sévèrement que les hommes. Même chose au niveau des gens, mettons, non-Caucasian. Je dirais que moi, où est-ce que je trouve souvent qu'il y a un danger dans les milieux, c'est quand on parle beaucoup de culture, il faut que les gens fit culturellement. Ça, il faut challenger nos organisations dans le recrutement. Notre équipe de recrutement chez Coveo fait un bon travail justement de challenger les recruteurs, les managers pour justement éviter de reproduire des biais. Je pense que le risque, c'est ça. Ah, mais la personne, elle ne fit pas ou la fit culturelle, il faut s'en méfier. Je trouve que ça a le dos large. Il faut qu'on ait une culture tout le monde fit. Ouais, mais quand tu dis ça aussi, c'est peu... Ouais, tu risques de tomber dans l'homogénéité. La pensée de groupe aussi, qu'on se réconforte dans nos pensées, dans nos billets. C'est ça qui est dangereux, là. C'est challenging pour les managers de se dire, il faut que j'aie quelqu'un dans mes équipes, des personnes dans mes équipes qui sont différentes de moi, qui vont me challenger, qui vont amener autre chose. Je pense que... Courage managériel. Oui, sauf qu'on se le dit, les managers, les gens vont dire, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais dans les faits, c'est tellement ancré qu'ils vont... Les gens peuvent avoir tendance à éliminer des gens sans vraiment prendre conscience. Puis on il faut challenger, il faut vraiment challenger parce que c'est pas mal intentionné, c'est juste ah oui, mais la personne, elle ne fit pas. Ouais, mais. Tu sais, quand tu. Qu'est-ce que tu veux dire par fitter? Ben, c'est ça, puis quand tu sais pas non plus. Tu sais, supposons que tu es toujours habitué à un certain moule, un certain même parcours académique, d'où tu viens, tout ça.
Ben, dans ta tête, c'est ça, le fit culturel. Sans que tu t'en rendes compte, c'est ce que tu n'arrives pas à nommer. Puis après ça, tout le reste, c'est l'inconnu. Puis l'inconnu fait peur. Puis l'inconnu ne fit pas. Puis ça doit être extrêmement compliqué, justement, de déconstruire ça. Puis de faire comprendre qu'il y a vraiment une plus-value. Au contraire, aller chercher quelqu'un qui vient, en guillemets, complètement d'ailleurs, là, à tout niveau. Fait que c'est quelque chose. Ouais. Non, il y a eu un article de Rima El-Khoury dans, mon Dieu, écrit pour la presse, je n'ai même pas pris la presse, en 2016, Minorité visible et problèmes invisibles. Tout était par rapport à les noms sur les CV, right? Les gens francisaient leur nom ou québécoisisaient, pas mal sûr, c'est pas un mot, québécoisisaient leur nom pour justement passer cette première tranche-là de recrutement. Mais moi, j'ai recommandé à un ami dont la femme avait un nom très compliqué à prononcer, lire, whatever, pour un... J'ai dit, est-ce que tu lui as proposé de prendre ton nom, il était marié, de prendre ton nom de famille pour son CV? Elle dit, j'y ai pensé, mais finalement, non. Ouais. Mais tu sais, ça vient toucher dans tes valeurs. T'es comme, faut vraiment que je fasse ça, tu sais. Puis est-ce que je veux travailler pour une entreprise où ils vont juste pas me baser sur mon nom quand j'ai toute l'expérience? C'est comme... Ben moi, j'ai participé dans un processus de sélection dernièrement, puis j'ai été vraiment contente d'apprendre que c'était la dernière année que les noms apparaissaient. Ben c'est ça. Ouais, mais c'est Ils vont ça enlever les noms pour justement éviter ou le biais, mitiger les possibilités de biais. Puis je trouve que tu sais, je veux dire, oui, dans un idéal, on aurait les noms puis ça ferait pas de différence. Mais pendant le temps qu'on arrive jusque-là, essayons de nous trouver des outils pour réduire. Enlever les noms, ça doit être, c'est la meilleure pratique selon moi. Là. Ça doit être, je sais pas comment tu gères ça après, mais bon. Ouais, c'est ça. Dans le processus, t'es employé A, parce qu'honnêtement, on t'a enlevé ton nom. Mais ça aide à évaluer, je présume, là, je ne suis pas en RH, bien sûr, mais ça t'aide probablement à, juste analyser, puis à compétence égale, après ça, tu regardes, puis après, tu rajoutes. À un moment donné, il faut que tu vois la... Mais oui. Le nom. C'est sûr. C'est quel numéro? C'est comme les émissions Blind Date, là, dans le temps, où t'avais un numéro, puis t'avais comme une toile, puis... Des coups de foudre à l'époque. Mais où est-ce que... Qui m'a dit ça? Je pense que c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans les forces, puis je suis peut-être complètement off, mais quelqu'un disait, il y avait un processus d'évaluation, puis tout ça, puis il mettait en arrière d'un... tu pouvais pas voir le... Ou c'est peut-être moi comme dans un des rêves. Ouais. Tu fais les examens de musique, là, tu vois pas personne. Oui, peut-être. C'est possible. Il y a des endroits aussi qui font ça pour les tests de mathématiques parce que dans le domaine des STEM, là, en technologie, c'est souvent le biais, c'est de dire qu'il y a moins de femmes, mais aussi il y a beaucoup de femmes qui sont découragées des filières de technologie parce qu'ils passent pas à travers, ils sont pas encouragés dans les mathématiques. Puis ils ont fait des tests, puis souvent avec des examens mathématiques sans les noms. Le professeur, avec un groupe test homme-femme. Ah, professeur et grade. C'est peut-être pour ça que j'avais des mauvaises notes en bac. Moi, j'étais assise en avant. Je vais blâmer ça là-dessus. Le professeur avait tendance à évaluer plus sévèrement les notes en mathématiques des femmes et des hommes. Qui ont commencé à éliminer. Pour encourager les femmes à aller dans les domaines de STEM. Là. Mais moi, il y a un sujet qui est très difficile en entrée. C'est dans les technologies. Il y a un sujet qui est très sensible. Je ne sais pas si c'est ça dans les entreprises, la notion de quota. Et ça, moi, je serais curieuse de vous entendre comment c'est géré dans vos entreprises. C'est quoi votre perspective là-dessus? Chez nous... Hommes-femmes, mettons, dans les quota ou objectif? Oui, nous, on n'a pas de quota. Étant en pénurie de main-d'œuvre, si tu as du talent, tu dois travailler chez nous, on va te trouver une place. You're hired. Mais c'est une entreprise où, la formidable Garda World, où il y a beaucoup, moi je côtoie au quotidien en formation beaucoup de gens de minorité visible parce que gardien de sécurité, c'est une formation de 2 semaines, puis après ça, tu peux être accrédité puis aller travailler. Donc, pour nouveaux arrivants, c'est des emplois bien rémunérés avec, tu as un uniforme, tu as un purpose clair, tu es bien encadré. Et dans mon équipe, c'est en marketing et en, je dirais, MarTech, là, c'est technologie, mais pas IT. C'est des profils tellement spécialisés, ils sont presque tous
de l'extérieur. Mm. Fait que mon N'en font défi, pas c'est ici. d'avoir un regard de diversité homme-femme et de diversité de profil. Mais vous ne parlez pas de quota. Il n'y a Jamais rien qu'on parle d'officiel. Non, rien jamais comme qu'on ça. parle de quota parce qu'on est très... Vous parlez de déjà, quota, par exemple. Non, dans les forces? divers. Non. Non? Des objectifs, mais je ne suis pas dans le groupe de recrutement. Là, fait que je suis pas Non, c'est ça. je suis pas dans le genre, recrutement. Là, je ne sais pas s'ils ont des quotas, mais je sais qu'on a des objectifs. On avait un objectif Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas quota, mais objectif. 20-30, il me semble, là, qu'on atteigne, je pense que c'était 30 quelque chose du genre. De femmes. Mais c'est pas... oui. Mhm. Mais je ne me citerai pas sur ces statistiques-là. Là. Comme je le disais tantôt, je te reviens là-dessus. Oui, c'est mais, ça. Je suis désolée. Je vous ai mis à de sport once oui, again. vous autres, vous parlez de quotas. Candice, est-ce qu'on parle de quota dans ton entreprise? Nous, on a tout un développement de diversité et inclusion. On a toute une équipe, puis une grosse équipe là-dessus. C'est un flambeau de l'entreprise dans laquelle je travaille. Quand on a fait des acquisitions aux États-Unis et en Europe, aux États-Unis, une autre dynamique complète par rapport à ce domaine-là, mais on a quand même gardé, c'est un core value chez nous. J'ai jamais demandé si on avait des quotas, je dois l'admettre. J'ai engagé beaucoup de gens, puis on m'a jamais parlé de je te pousse cet employé-là versus l'autre. Nous autres, c'est compétences égales CV. Peut-être qu'on m'en a pas parlé parce qu'on s'est dit c'est correct, tu sais, elle n'est pas 100% blanche, j'imagine que je n'ai pas besoin d'en parler. Je pourrais pas dire. Mais il y a de plus en plus de diversité. Ceci étant dit, dans les postes de leadership, il y a de plus en plus de femmes. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de minorités visibles. Mais c'est pas la norme. Ben non. C'est pas la norme. Mm-mm. On n'est pas rendu là, mais on en parle. C'est ça que j'aime. Quand j'ai été nommée à mon poste, on est 2 femmes de toute mon équipe. On est 2 VP, femmes. Puis on est tous les 2 issus de minorités visibles. Puis, c'était parfait, là. C'est parfait. T'sais? Je veux dire, on est les premières. Mais tu t'es pas senti un quota? Tu t'as Non, senti pas que du tu étais tout. promu Écoute, parce qu'il fallait que... Pas du tout. Il n'y a personne d'autre qui veut ma job. Ouais, Non. c'est ça! Puis encore, là, je ne sais pas comment je me sens par rapport à ça. Puis je ne sais pas, Mona Lisa, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est comme, c'est nécessaire dans certains milieux. Mais après ça, est-ce que ça fait le sens contraire de créer un sentiment péjoratif par rapport à ça? Par rapport à white privilege? Genre? Tu veux dire d'avoir... De pousser pour avoir de la diversité dans les postes de leadership ou les quotas? Les quotas en tant que tel. Exact. Moi, j'ai comme une opinion mitigée par rapport à ça. Je suis pas entièrement contre. Ouais. Ça dépend comment c'est déployé, si je veux dire. Nous, on n'a pas de quota. Chez Futurpreneur, il n'y en a pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on mesure tout le temps. Chaque année, on va voir combien de... On fait des sondages, on veut savoir combien s'identifient aux communautés noires, aux communautés autochtones, etc., etc. Puis, on se félicite quand il y a une évolution dans tout ça parce qu'on en veut plus. Je crois qu'il y a quelques années, ils ont poussé pour avoir plus de diversité dans l'équipe, dans le leadership team. Puis ça a très bien fonctionné, c'est bien. Fait que bon, à ce niveau-là, ça va. Là où, par contre, je pense que les quotas peuvent aider, c'est que justement, ça vient mettre une structure pour toutes ces personnes qui recherchent le fit culturel, en guillemets. Fait que ça vient un peu te forcer à aller chercher, mais au-delà. Exactement, aller au-delà. Mais là, bon, c'est ça, il faut que c'est bien important d'expliquer comment opérationnaliser tout ça et d'expliquer que c'est bien sûr à compétences égales. Là où je vois que, je ne sais pas si je peux appeler ça un quota, mais là où je pense que c'est important, la notion de siège réservé sur des CA, par exemple. Pour moi, c'est super important. J'avais implanté ça à la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec pour s'assurer qu'on ait... Comme ça, tu t'assures que tu as de la diversité. Puis j'étais vraiment, je pense qu'on avait, je m'en rappelle plus, genre 2 ou 3 sièges réservés pour femmes autochtones et femmes issues de la diversité ethnoculturelle. Puis c'est un processus d'auto-identification. Puis c'est ça, j'expliquais vraiment à tout le monde. Prenons tout le monde qui veut s'impliquer. On fait notre shortlist, et si dans notre shortlist, c'est pas respecté, on retourne à la pige. C'est ça l'idée. C'est pas juste, toi, je te veux parce que, t'as coché
Diversité, OK, toi, viens-t'en. Oui, exactement. C'est pas ça l'idée, mais c'est difficile à... Oui, puis ça crée des... Justement, tu veux pas créer des antécédents comme ça, parce qu'après ça défait toute la portée de ce que tu essaies de faire avec ces sièges-là. Non, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce point de vue-là. Merci beaucoup. Quand on parlait de fit culturel, est-ce qu'on a des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent? Je te le demande à toi. Dans quelle mesure doit-on apporter notre origine culturelle, notre identité personnelle au travail? Est-ce qu'on parlait dans un autre podcast « dim your lights ». Est-ce que tu t'essaies de t'arranger pour être standard au groupe ou est-ce que tu laisses paraître ton identité là-dedans? Oh mon Dieu. Non, tu laisses paraître ton identité. You do not dim your light. Do not dim your light. Non, puis si tu te sens que tu es dans un environnement où est-ce qu'on cherche à faire en sorte que tu dim your light, you're not at the right place. C'est facile à dire, là, je suis consciente, mais tu sais, c'est des choses à prendre en considération. Là. Moi, être authentique jusqu'au bout, moi, la terre entière, c'est que je suis d'origine haïtienne, la terre entière, c'est aussi que je suis québécoise, canadienne. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ma notion de qui je suis, de comment je suis, je l'amène partout où je vais. Puis pour moi, c'est important que tout le monde puisse le faire. Il y a un problème quand tu sens que tu ne peux pas. 100% d'accord. Encore une fois, il faut être conscient que ça ne va pas toujours être bien reçu. On vit dans une société où il y a de tout. Mais jamais je dirais à quelqu'un qu'il faut s'adapter ou, tu sais, cacher cette partie ou pas trop être. C'est sûr qu'il y a certaines limites. Il y a des limites à l'authenticité. C'est sûr et certain. On est dans un contexte professionnel, X, Y, Z, mais non, do not dim your light. Jamais. Moi, c'est... Ouais. J'aime beaucoup ça comme concept. I cannot dim my light. I will not. Shine bright like a diamond. Exactement. Mais c'est un multiplicateur de force, je pense, que chacun amène, par sa diversité, amène... des perspectives. Exactement, des perspectives. Puis ça fait la force du produit final en bout de ligne qui reflète... toutes les personnalités qui ont contribué. Là. Donc, effectivement, d'essayer de réduire sa lumière, c'est certainement pas la bonne approche. Ouais. Puis, ça l'engendre des discussions que tu n'aurais probablement pas eues, puis qui n'auraient pas été faciles si tu n'avais pas amené ça sur le sujet. T'sais? Moi, je parle ouvertement de ma culture, puis de où je viens. J'aime ça. J'aime ça, puis après ça... Il y a d'autres mondes qui vont en parler, puis ça crée un environnement où c'est le fun de parler de ces choses-là. Hein, on peut échanger, puis ça pas que ça banalise, mais ça permet d'avoir cet échange-là, puis d'avoir d'étendre son influence, puis de démystifier. Je me rappelle, j'avais rencontré un de mes anciens collègues, puis avec son équipe, puis là, je dis « c'est quoi son origine, ton employé? Elle avait un beau style. » Puis je sais pas, j'ai jamais osé demander. Je disais « Ça fait combien de temps tu travailles avec? » Je disais « OK, bon. » On passe à d'autres choses. Ben, un bel exemple, pas de ça spécifique, mais juste d'amener, on parle beaucoup pour la femme noire, surtout, ou la femme afrodescendante, notre relation avec nos cheveux. Puis c'est quoi un cheveu? Tu sais, c'est une coiffure professionnelle versus une autre. Puis là, ces barrières-là sont en train de complètement tomber. Puis je trouve ça tellement beau, enfin. Tu sais, puis même nous... Au sein même de nos communautés, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, beaucoup d'enjeux, beaucoup de préjugés, même au sein même de nos communautés. Mais j'ai vu dernièrement une super belle campagne de Dove. Je pense que c'est Dove qui fait la campagne où on voit des femmes noires, d'un côté avec les cheveux droits, puis l'autre côté avec leurs cheveux naturels. Puis on dit, je pense que la campagne a dit « My hair is professional ». J'oublie exactement, mais cette campagne est vraiment puissante. Puis je trouve que d'autant plus, c'est important à amener il n'y a pas de coiffure qui n'est pas professionnelle parce que tu as tes cheveux crépus puis c'est un afro. Non, tu sais. Et c'est important de forcer la chose. C'est-à-dire, c'est des cheveux, c'est comme ça que tu es, tu te présentes au travail, ça ne fait pas de toi une femme moins professionnelle qu'une autre. Plus on le voit, plus ça devient normal. Exactement. Ce qu'on voyait, moi quand j'étais en bureau d'avocat il y a 1000 ans, là, les Noirs avaient des cheveux... c'est des frisants ou des bien lisses, là.
puis habillée en tailleur, puis le plus elle pouvait se fondre dans la masse. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être une autre histoire, mais j'irai pas voir dans un bureau d'avocat voir si c'est vrai, je vais pas retourner là. J'adore qu'on a sur 5 personnes ici, on a 3 avocats, puis tout le monde probablement utilise leur skill, mais il y a juste Amy qui est encore avocate. Je sais pas ce que ça dit sur la profession d'avocat. Ben, c'est encore avocate. Oui, ce que je pratique, je suis la seule qui pratique. Exactement, t'es la pratiquante. Pas mal. Mais j'ai une amie d'origine africaine qui m'avait dit par rapport aux cheveux, pour me donner une image d'à quel point c'était comme un sujet de préoccupation et de discussion. Elle m'avait dit que les femmes noires et leurs cheveux, c'est comme les femmes blanches et leur poids. Que c'est toujours un sujet de préoccupation. C'est une belle... Mais c'est un sujet de préoccupation et de discussion, même culturellement. Fait que ça m'a fait bien rire. Mais c'est un gros sujet. Moi, c'est drôle, on m'a dit aussi que les gens touchaient les cheveux. Ça me choque vraiment. Moi, je suis tombée des nues. J'allais dire en plus, don't touch my hair. Oui. Do not touch. Une femme enceinte, on touche... Non! On touche pas la bédaine avant de demander. On ne se touche pas les cheveux. On ne se touche pas sans consentement. Moi, j'avoue que j'ai appris ça récemment. Je trouve que ça, c'est vraiment comme agressant. Là, comme c'est ton corps. Vraiment, ça m'a surpris. En tout cas, ça se fait... Non, en tant qu'enfant, tu as une curiosité. En tant qu'enfant, oui. Moi, en tant qu'enfant, ça m'est arrivé 1 million de fois. Mais t'es un enfant, à la limite. Ça Mais dans le milieu professionnel, ça arrive. Ben voyons, non, ça c'est non. Ça c'est non. Moi, ça serait... je serais physique avec quelqu'un. Ça récemment, j'ai fait... Voyons. C'est comme un petit aperçu de tous les enjeux auxquels ça ne fait pas partie de la réalité d'une personne blanche au Québec. Il y a d'autres enjeux, là, je ne dis pas. Sauf que c'est tellement d'affaires que ça n'a jamais fait partie de notre réalité. Puis c'est difficile à concevoir. Tu peux pas... Tout ce qu'on te demande, ou tout ce que probablement les gens demandent quand il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est d'être conscient que ça arrive. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu ne comprendras jamais, sauf qu'il faut que tu sois ouverte à accepter la réalité de l'autre. Puis à faire croire ce que l'autre te dit. Oui, exactement. Pas de white guilt, pas de sentir, non. Tu crois. Exactement. Puis tu sais, souvent, j'ai déjà eu des conversations. « Oh, well, I'm a white man. Now nothing's... » Yeah, well, you know what, buddy? V'là 200 ans, it wasn't cool being a black man. Neither a black woman. It's the luck of the draw. T'as été né maintenant, puis c'est le retour du balancier, puis it is what it is, right? Au final, on ne cherche pas à écarter personne. Non, au contraire, on cherche à élever tout le monde pour que tout le monde ait les mêmes chances. Exactement. Et on entend ce commentaire-là beaucoup, même pour nous. Pourquoi est-ce que... Pourquoi un programme comme ça? Pourquoi un programme pour les entrepreneurs noirs? Pourquoi il n'y en a pas pour... Assis-toi, moi t'expliquer. C'est un autre sujet. Un autre podcast pour une autre fois. On va te réinviter parce qu'on en a des... Mais tu sais, puis la diversité, ça fait partie... Il y a tellement d'intersectionnalité avec femmes de couleur, femmes handicapées, LGBT, n'importe quoi qui est hors norme. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai Corey qui est comme wrap it up, so we're doing it. OK. Avec cette connaissance, là, on en a parlé, on a démystifié légèrement la patente. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce que, justement, où tu travailles, il y a des outils, il y a probablement, vous en parlez probablement, c'est ça, dans nos day-to-day en tant que, ou toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire, des petites actions qui peut-être feraient de ce monde un monde meilleur? My God! Wow. C'est léger comme question. J'ai commencé avec une question. Mona Lisa, on donne... Comment se résoudre le monde? Comment on peut régler tout ça? You're on! Tu veux revenir nous voir? Comment have fun with that? Justement, c'est drôle parce que oui, c'est énorme, c'est colossal, on va dire, comme travail. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps à arriver là où je pense qu'on cherche à arriver. Mais, c'est important de comprendre que tous les petits gestes qu'on pose, c'est une étape comme un step de plus, un pas de plus du moins vers l'avant. Puis ça peut être aussi simple que d'avoir des discussions inconfortables avec nos amis qui vivent dans des milieux beaucoup plus homogènes puis qui sont pas conscients. Ça peut être de trouver un livre, ça peut être d'essayer d'avoir une formation.
au sein d'implanter une formation au sein de votre entreprise, pas un one-off idéalement, là, quelque chose qui est pérenne puis qui perdure. Exactement, qui va aider les gens dans leur processus de réflexion. Tu sais, nous, j'ai envie de dire, c'est intense, mais positivement. Là, comme là, on a une formation qu'on doit suivre en ligne à notre rythme sur... alors, c'est Truth and Reconciliation. Donc, c'est par rapport à l'histoire des peuples autochtones et tout ça. On a jusqu'au 31 mars. Moi, je suis en train d'avancer là-dedans. Mais c'est super intéressant et je suis très reconnaissante que mon organisation mette ça à la disposition de tout le monde. Puis c'est drôle, puis là, mon Dieu, j'arrête pas de parler, mais très rapidement. J'ai une collègue qui, elle me disait, oui, mais moi, c'est important pour moi la diversité et l'inclusion, mais je préfère aller militer pour la cause d'aller dans la rue. C'est pas un certificat qui va changer les choses. Puis j'ai dit, c'est intéressant comme point de vue, mais j'ai dit, c'est pas tout le monde qui est même à ton niveau puis qui va chercher à comprendre par eux-mêmes. Fait il y a pas de one size fits all, malheureusement, mais il faut mettre le plus d'outils à disposition, mais le plus simple, c'est de faire toutes les plus petites actions possibles. Puis moi, je me rappelle, une fois, on avait une conversation avec le CA de la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec. Puis on était un CA quand même diversifié. Puis là, on essayait de nommer des femmes entrepreneurs qu'on aurait envie d'inviter éventuellement. Puis là, tour à tour, j'écoutais, tout le monde nommait, puis c'était que des femmes blanches. Puis là, mais tu sais, j'ai laissé tout le monde parler. Puis là, à la fin, j'ai dit, les filles, je ne sais pas si vous réalisez, mais toutes les femmes que vous avez nommées en ce moment, c'est des femmes blanches. Ce qui, tu sais, c'est correct, elles ont toutes un très beau parcours. Mais là, maintenant, on a cette liste. Maintenant, on va faire une recherche, puis on va trouver des femmes de la diversité. Puis juste ça, je me rappelle, tout le monde était comme, oh mon Dieu, c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Oui. Exact. Voilà. C'est nommé. C'est le nommé. Ben oui, merci. Ben oui, puis c'est d'avoir le courage de questionner, puis de remettre en question les... C'est un petit pas vers un monde meilleur. Voilà. Mon Dieu. C'est quasiment poétique. Mona-Lisa, merci. Merci. Grandement. J'ai l'impression que je veux te réinviter à peu près 19 fois. Puis à un moment donné, il va falloir que tu dises quand ça se met tranquille. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux chers invités d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous à balado4à4@gmail.com. Balado, chiffre 4, lettre chiffre 4 @gmail.com. Et merci encore une fois à Coveo et à l'Association des diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Sans oublier ceux et celles qui nous ont aidés pour créer l'image du projet, la mise en beauté par Marcel et par les produits Marcel, pas Marcel, mon Dieu, par les produits Marcel et Lise Wattier. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt à Griffintown qui nous a accueillis pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Bon, les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Yes! Oui! Yes.